hace abortar la vida. Esta fuerza es la gravitación. La force qui insuffle l'énergie aux branches de l'arbre, qui fait que la lune boive la mer, qui fait jaillir la lave jusqu'aux entrailles de la mer. La force qui dynamise la sève efficace. La force qui maintient la vie. Cette force, c'est la gravitation. Et quand je dis d'ailleurs rencontre, c'est une vraie rencontre, en effet, avec Aitor, que je connaissais un petit peu, j'avais vu, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'avais vu ses œuvres. Mais je dois dire que depuis que je l'ai rencontré, j'ai été conquise par son travail. Et c'est très important pour nous, surtout pour les, je m'adresse là aux professeurs d'art plastique, très important parce que pour nous qui n'avons pas de manuel scolaire, nos références à nous, ce sont les œuvres et les artistes évidemment, et les propos des artistes. Et en l'occurrence, c'est très agréable de pouvoir, tout à l'heure, vous pourrez poser des questions. Si par ailleurs, que vous soyez enseignant en art plastique ou pas, vous souhaitez venir visiter l'exposition avec vos élèves, ça ne pose aucun problème. Marie-Renée se fera un plaisir. Si vous n'êtes pas spécialiste des arts plastiques, elle préparera une visite pour vos élèves. C'est très très facile à organiser. Il donne toute sa vie à son œuvre, c'est vrai. Et donc, je dirais d'abord, pour le présenter, avant de parler plus précisément de son travail ici, que c'est un artiste qui est donc né sous... Je dirais qu'il y a toujours une dualité en lui, dès sa naissance, puisqu'il est né déjà sous le signe d'une dualité, en ce sens qu'il est né basque espagnol, et ça se sent, je pense, mais en même temps, il est né au Venezuela, à Caracas, puisque ses parents ont dû quitter l'Espagne à une certaine époque. Et donc, il a à la fois cette dualité qui est due en partie à l'influence des tropiques, disons, puisque c'est le Venezuela, et en même temps, parallèlement, c'est donc très exubérant, et en même temps, la discipline du collège jésuite. Donc il y a toujours, dans son travail, ces deux parties, je trouve très intéressantes et extrêmement contrastées. Et tout son travail, d'ailleurs, c'était le premier contraste brutal dans sa vie, donc les tropiques et les jésuites, hein, pour schématiser un petit peu. Et c'était qu'à partir de l'âge... Alors quand je parle d'Aitor également, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que vous verrez si vous consultez d'autres catalogues des expos précédentes, j'ai bien présenté Aitor de Mendizábal. Pendant assez longtemps, il a oublié sa particule, disons, et il s'est réapproprié aussi sa famille et son nom, puisque depuis 2-3 ans, je crois, il re-signe à nouveau Aitor de Mendizábal. D'ailleurs, vous verrez, d'ailleurs, ça se voit dans certains travaux de 95 ou de 99, et justement, il a retrouvé ses racines, en fait, c'est toujours une conquête et une reconquête de ses origines, de sa famille et de son vécu. Donc je disais que dès l'âge de 9 ans, il a vécu donc, essentiellement sa prime enfance au Venezuela, et il a commencé à réapproprier sa culture basque en particulier, mais surtout, venant d'une famille bourgeoise très cultivée, je dirais une culture beaucoup plus européenne, puisque chaque été, Aitor passait plusieurs mois, en particulier en Suisse, mais aussi dans d'autres pays. Et toujours cette double appartenance à deux cultures, à une famille déchirée d'un côté, de la mère et de l'autre. Et on sent d'ailleurs dans toute sa réflexion ce travail important de retour aux sources. Déjà enfant, il avait une attirance pour les formes abstraites et une manipulation, il manipulait énormément les formes en mouvement, des formes abstraites. Et d'après ce qu'il dit, mais je pense qu'on peut le croire, une influence directe avec la haute couture, puisque sa grand-mère avait une maison de couture en Espagne, et il a toujours manipulé des tissus, des objets, des choses comme ça, et pour faire des formes, des sculptures,
des petites choses qu'il faisait sans cesse. Donc on pense que, on peut dire qu'au départ, si vous voulez, cette attirance déjà pour le matériau et pour la forme, les formes abstraites. C'est le moment aussi où on voit en Espagne des grandes figures de la couture comme Balenciaga, qu'on a vu également après surtout installé à Paris. Mais enfin, dès l'enfance, il baigne déjà dans un univers à la fois esthétique et sensoriel, et Heitor est très sensible à cela. C'est vrai qu'il y a un fétichisme de la création chez lui, avec des petits bouts de rien, déjà, tout petit. Ensuite, il habite à Saint-Sébastien, puis il fait des études de sciences économiques, et ensuite, il a appris à tailler le marbre au Guipuscoa, et c'est à partir de là qu'il a gagné un prix d'ailleurs, et qui lui a permis ce prix lui a permis d'aller en Italie, de redécouvrir l'Italie qu'il connaissait déjà, et il y est resté 8 ans. Et c'est vrai que là, il passe à un autre monde qui est la Méditerranée, qui va avoir aussi une grande influence sur son travail. Et quand je dis 8 ans, c'est qu'on peut dire aussi que dans son travail, dans sa gestation, dans ses recherches, on peut dire que tous les 10 ans, si on dit qu'on change de peau tous les 7 ans, lui, il a un rythme décennal, disons tous les 10 ans, ça change, il y a une évolution permanente. Et c'est vrai qu'il a donc redécouvert la Méditerranée à ce moment-là, et à travers l'Italie, pendant ces années-là. Ensuite, il revient vers l'Atlantique, vers autre chose, vent, silence, c'est tout à fait autre chose. Et là, son souci, ça a été toujours de la recherche de l'harmonie du mouvement. Et c'est de là aussi que ses premières préoccupations du convexe et du concave. Toutes ces sculptures tournent autour de cette préoccupation de l'harmonie et de ces deux formes. Alors, il travaille actuellement, il partage son temps dans 3 endroits. Tantôt il est dans les Landes, comme actuellement. Il habite dans les Landes, où c'est plutôt là qu'il se consacre au travail du bois, mais enfin c'est pas toujours vrai, puisqu'aujourd'hui il nous présente... Bon, c'est les Landes de la Chalosse. De la Chalosse, oui. Ça n'a rien à voir avec les pins. Les pins, voilà. La Chalosse vallonnée, plein de chênes, de chênes, de vignes. Plutôt ces landes-là. Oui, ça ressemble au Béarn, ça ressemble. C'est le premier contrefort de la Chalosse. Oui. Et ils se partagent donc entre les Landes, et l'Espagne aussi, et l'Italie, où il travaille surtout le marbre d'ailleurs, la Carrare, et on en reparlera un peu tout à l'heure d'ailleurs. Donc sa carrière, disons, il a une reconnaissance à partir de 79, puisque c'est en 79 qu'il gagne le premier prix des concours des jeunes créateurs à Saint-Sébastien. De là, bon, il a ensuite exposé, il a une carrière internationale, puisqu'il a exposé à la fois en Italie, bien sûr, au Grand Palais à Paris, avec les jeunes créateurs, à Bruxelles. On l'a vu aussi au symposium de Biarritz en 91-12, près. Donc il avait fait des portes là, qu'on ne voit plus d'ailleurs. Non, ils vont être placés, voilà, les portes sont fermées. Donc voilà. Puis évidemment en Espagne, donc une série d'expositions, et le travail Heitor a été très intéressé justement par son exposition à Mourenx, qui est à la fois une évolution dans son travail, mais aussi un lieu bien particulier, dans une ville bien particulière. Et c'était quelque chose qui l'a intéressé justement par rapport à la population. Et ce mixage de population, comme lui il a de culture très métissée, comme il a également, je crois que c'était ça qui l'a aussi intéressé, je pense, dans sa venue à Mourenx. Alors si on devait qualifier ou donner dans quel domaine, disons, ce qu'il travaille plus particulièrement, ce seraient les concepts de nature-culture, évidemment, mais
plus précisément aussi dans sa pratique artistique, et qui est toujours liée à une réflexion théorique, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail que par le faire, quand même, une production, mais c'est un travail avec un retour sur la réflexion très important. Donc je disais que c'est vrai qu'il n'y a pas de reniement dans son travail. Si on regarde ses premières sculptures, c'est peut-être plus figuratif, ou c'est peut-être, disons que, on en a parlé ensemble, je dirais qu'il va vers quelque chose de beaucoup plus épuré, avec une économie de moyens plus importante, essayer de dire plus en en faisant moins. En espagnol c'était más con menos, c'est-à-dire de le faire maximum avec très peu de choses justement, ce qui est évidemment le comble de la recherche, évidemment pour tout artiste, d'arriver à dire le maximum en donnant le minimum à voir, évidemment. C'est ce qu'il y a peut-être de plus difficile. Mais tout ce qu'il dit actuellement était déjà implicite dans ses travaux, c'est-à-dire tout son travail sur l'arbre, le corps, l'humain en général. Ça, c'est extrêmement récurrent dans son travail. Donc on retrouve tout ça dans cette exposition. Mais en même temps, c'est vrai que Aitor s'inscrit dans le continuum de l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'il est très imprégné de culture et on ne peut pas faire l'impasse de sa culture dans son travail, qu'on sent un peu dans toutes ses œuvres ici présentées. On sent qu'il s'inscrit à une certaine époque, après avoir qu'il y ait eu des artistes avant lui, évidemment. Alors, il m'a avoué que sa grande admiration dans les artistes était Cézanne. Bon, c'est vrai que pour l'éthique de son travail, enfin, Cézanne est une référence importante. Mais moi, je pensais aussi que son travail faisait énormément penser aussi à Giacometti, par certains côtés. Et justement, Giacometti dit la même chose, que sa grande admiration, c'est Cézanne. Je trouve qu'il y avait un point de rencontre intéressant entre les admirateurs et les admirés. Enfin, il y avait quelque chose de très fort, disons. Et c'est vrai que si on compare ces sculptures aux sculptures plates de Giacometti, c'est vrai que tous les deux travaillent sur le réel, mais une façon de voir le réel, et non pas le réalisme, justement. C'est le réel, leur façon de voir, et c'est en même temps quelque chose qui est dans l'homme depuis la création, et c'est vrai que c'est le parcours d'inconnu, qui est connu de tous, et qui va du proche au prochain, et de l'étranger à la présence intense. Et ça, je trouve que c'est très, très important dans son travail. En même temps, dans ses sculptures, c'est vrai que l'espace qui entoure la sculpture, c'est déjà la sculpture même, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, dans cette exposition, que Aitor avait intitulée précédemment, et j'avais envoyé des invitations avec ce titre, Gravitation, et qu'il a modifié pour intituler son exposition et c'est autour de la gravitation. Alors je trouve que c'est intéressant ce changement parce que c'est reposer des questions et donc essai déjà, bon c'est peut-être un essai d'ailleurs transformé ici, mais c'était intéressant justement cette volonté de parler d'un essai autour, donc en sculpture, je trouve qu'autour déjà c'était aussi un mot très fort, de la gravitation. Bon, c'est vrai que c'était sa préoccupation. Et c'est la préoccupation, mais aussi de Giacometti, mais aussi de Javier Pérez, dont je vous montrais à Aitor des œuvres, justement. Et ce que je dirais, c'est que la première chose que je dirais quand je suis entrée dans la galerie, c'est que Aitor, il a quelque chose je trouve quelque chose d'assez magique dans la mesure où il a complètement changé la perception de la galerie. C'est-à-dire que peut-être ceux qui viennent pour la première fois ne s'en rendent pas compte, mais j'ai trouvé qu'il changeait notre perception de l'espace d'une façon incroyable. On perdait en même temps ses repères, et c'était tout à fait il y a peut-être que dans la galerie qui sont passés, peut-être que 2 artistes qui ont réussi ça. Bon, c'était assez extraordinaire, je trouve, de ce point de vue. Alors, il parle justement de la gravitation. Alors, est-ce de la gravitation, bien sûr? Alors, si on prend un dictionnaire, j'ai quand même pris le dictionnaire, et j'ai même pris des dictionnaires, même dans les dictionnaires de géographie, parce que